c'est son caractère, sa loyauté, son honnêteté qui m'inspire. Il donne une certaine sérénité, en fait, à ceux qui l'entourent. Il y a ce charisme naturel qui fait que les gens sont attirés vers lui. C'est une personne très droite. Il est entier, honnête et il est toujours dans le vrai. Mon père, c'est notre rock. Quelqu'un d'inattendu. Mon père n'est pas un homme de conflit, hein, c'est un homme de compromis. Il aime bien avoir raison, mais pas tous les jours. Son parcours professionnel, c'est la success story telle qu'on a envie de la raconter dans un film à l'américaine. C'est pas le sens des affaires qui est le caractère principal de mon père, c'est son sens de la comédie. Je pense que son âme d'acteur a toujours été là. Je trouve pas qu'il est bon acteur, je trouve qu'il est excellent. C'est pas un papy gâteau, mais il se laisse emporter par le côté mignon, en fait, des enfants quand ils sont petits. Et aujourd'hui, c'est un héros pour ses petits-enfants et toujours pour nous. Donc oui, c'est absolument mon perso-héros. Mes parents étaient des parents normaux, traditionnels. Mon père a fait son armée pendant 7 ans. 7 ans d'armée parce qu'il a été appelé sous les drapeaux pour faire ses 3 ans habituels. Et puis la guerre a continué, donc au total, il a fait 7 ans. Et moi, j'ai eu la particularité d'être né en 1944, donc un an après, en août 1944, juste le jour de la libération de Paris. Et je suis un pupille de la nation parce que mon père était absent pendant ma naissance, et donc la République française m'a déclaré comme pupille de la nation. Ce qui m'a fait bénéficier de pas mal de choses. Quand j'étais à l'école, c'est moi qui déposais les gerbes de fleurs au monument aux morts. J'ai bénéficié de bourses scolaires, etc., etc. Donc, et ça me poursuit parce que lorsque je demande un document, c'est toujours inscrit sur mes feuilles « pupille de la nation ». C'était un horloger incroyable parce qu'il était capable de fabriquer des pièces d'horlogerie avec des tours, avec une minutie incroyable. Et il avait aussi la particularité d'être inventif. Il était tout le temps en train de chercher ce qu'il fallait faire. Alors, il y a des anecdotes comme ça qui me reviennent à l'esprit. Il avait une 4 chevaux et on habitait dans un quartier où il y avait une grande descente. Et un jour, sa voiture n'avait plus de frein. Donc à partir de là, il a essayé de trouver pourquoi il s'est retrouvé comme ça avec une voiture dangereuse. Et il a trouvé le système de mettre dans... C'était un liquide, c'était un petit réservoir d'huile qui allait dans les freins. Donc il a mis simplement un bouchon. Lorsqu'il n'y avait plus d'huile, eh ben, le contact s'allumait. Et sur le tableau de bord de la 4 chevaux, on pouvait voir qu'il n'y avait plus d'huile. Donc il avait inventé ce système qui a été mis en place, non pas par lui, parce que bon, l'idée est arrivée plus tard par d'autres, mais donc ça existait après dans d'autres voitures. Voilà, et il a inventé des tas de trucs comme ça. Vos parents, c'était un couple inséparable ? Oui, c'est vraiment incroyable. C'est un exemple de couple. Ils étaient inséparables. Ils faisaient tout ensemble, tout. Je les ai jamais vus à part. Ils étaient tout le temps ensemble, c'est vrai. Ouais. Alors mon père, pendant la guerre, a eu une tuberculose. Tout le régiment, malheureusement, a été atteint de cette maladie. Quand il est rentré du service militaire, il a été déclaré invalide de guerre. Donc il a eu une pension pendant toute sa vie. Et il a eu une grave opération, puisqu'on lui a supprimé un poumon dans les années 54. Et je peux vous dire que dans cette période-là, ce genre d'opération était très, très, très délicate. Et il a failli passer à côté. Hein. Et donc, depuis ce moment-là, c'était plus le même homme. C'est-à-dire qu'il prenait la vie d'une manière différente. Et voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cet homme parce que, d'une part, il avait beaucoup d'humour. Il faisait attention à nous, il faisait attention à sa famille, aussi bien à ses frères que ses sœurs, etc. Donc, c'était un homme formidable. J'ai gardé un souvenir exceptionnel de mon père. Il a eu très tôt une caméra dans les mains. C'était un 9 mm qu'on remontait encore mécaniquement. Hein. Il y avait des ressorts, parce qu'il n'y avait pas de batterie. Et les premières images qu'on a de la famille, c'est mon frère,
qui est né 4 ans plus tard, et on le voit rentrer à l'école maternelle. On a des images magnifiques, et donc il a toujours filmé tous les mariages, les bar mitzvahs, les pique-niques, les voyages, enfin, tout était filmé. Alors je me souviens, j'ai des images comme ça, on n'habitait pas très loin de l'appartement de ma grand-mère, donc on allait à pied. Mon père transportait son appareil de projection et moi je portais l'écran. Donc l'écran il faisait pratiquement 2 mètres de long. Et donc on allait chez ma grand-mère, toute la famille était réunie et mon père projetait les derniers films qu'il avait faits et puis surtout il louait des films, de films muets bien sûr à l'époque. Et on les regardait, je voyais même mes tantes pleurer de temps en temps quand elles voyaient ce genre de film. Et voilà, donc c'était le début de la télévision à la maison. On revenait d'un voyage à Oran. Mon père avait une 4 chevaux et il avait proposé à son frère, qui avait une petite Simca 8 à l'époque, d'aller assister à la bar mitzvah de mon cousin. Les parents habitaient à Oran. On est arrivé tant bien que mal à Oran, on assiste à cette bar mitzvah et on repart pour début septembre pour retrouver Alger. Et là, on s'arrête à quelques kilomètres avant Orléansville. On s'arrête dans un hôtel. Mon père descend pour réserver cette chambre et mon frère le suit. Mon frère était très jeune, il avait donc 54, il est né en 48, il avait 6 ans. Et donc il suit mon père, il était très turbulent. Richard était très très turbulent. Le patron de l'hôtel, voyant que mon frère était un petit peu pas facile à gérer, donc il nous donne une chambre. Alors dans la nuit, il faut savoir que les chiens aboyaient, les poules, on les entendait, les coqs, pareil, enfin tous les animaux étaient en effervescence et quelques secondes après, il y a eu un tremblement de terre. Terrible catastrophe en Algérie. Le jour s'est levé à Orléansville sur une vision d'épouvante. Le tiers d'une cité qui s'était endormie heureuse n'était plus au matin qu'un amas de décombres. L'un de ces séismes imprévisibles qui laissent les hommes sans voile avait anéanti en quelques secondes. Des voyageurs ensevelis sous leur hôtel, des malades gisant dans les ruines de l'hôpital, des familles... Et bien sûr on s'est sauvé de la chambre pour descendre dans la rue. Et le matin, le patron de l'hôtel a appelé mon père pour me dire « Voilà la chambre que je devais vous donner ». Donc on la visite et c'est le plafond qui était sur le lit. Et grâce à mon frère, donc on a été sauvés parce que s'il n'avait pas été turbulent, on aurait pris cette chambre. Bien sûr qu'on tenait à l'Algérie française. On ne voulait pas partir. Mais quand De Gaulle est arrivé en 1958 et qu'il a dit « Je vous ai compris », moi j'ai vite compris qu'il ne nous avait pas compris du tout, quoi. Et que c'était inévitable de rendre ce pays à ce peuple. Et donc il fallait se préparer. J'avais dit à mes parents qu'il fallait se préparer à partir. Si bien qu'on est parti bien avant, 1 an avant l'indépendance, en 61. Et donc, grâce à mon oncle Lucien, qui avait trouvé qui lui aussi voulait partir avant, a trouvé une place, un emploi à Nice. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Nice, grâce à lui, parce que, voilà, c'est dans ces conditions que nous sommes partis à Nice. Alors, vous arrivez à Nice en juillet 61. Dans quelles conditions se fait votre arrivée? Toute notre famille est venue nous accompagner sur le port d'Alger. Parce qu'eux n'étaient pas prêts à partir. Eux, ils étaient là, ils restaient, ils avaient leur emploi. Et nous, on prend ce bateau le 6 juillet. Quand vous dites « nous », il y avait qui? Nous, c'était mes parents, mon frère, ma sœur et moi. Et c'est une traversée, donc une nuit et un jour. On arrive à Marseille. Quand j'étais à Alger, j'avais une correspondante à Marseille qui s'appelait Nicole Aubin. Ouais, je m'en rappelle encore. Donc j'arrive à Marseille, on arrive à Marseille, on prend le taxi pour aller à la gare Saint-Charles. Et moi je dis à mes parents, je vais aller voir ma correspondante. Et elle habitait rue Paradis.
Et de la gare Saint-Charles, rue Paradis à pied, elle habitait au 400 et quelques rue Paradis, c'était énorme. Et donc je ne suis pas arrivé jusqu'au bout parce que sinon j'aurais raté le train. Donc je suis revenu à pied pour voir mes parents et on partait par le train et on était attendu par mon oncle où on a passé quelques jours avant de retrouver un appartement qu'on avait loué juste à côté de chez lui. Et donc le premier quartier où vous avez habité, c'était le quartier Sainte-Marguerite. C'est le quartier de Sainte-Marguerite, absolument. Ouais. Quand je suis arrivé d'Algérie, c'est dans cet appartement au 4e étage, je m'en souviens encore. J'avais poussé mes parents à partir. Alors ça a été un déboussolement pour mes parents. Mais en ce qui me concerne, moi j'étais ravi. Je pensais qu'ici, j'allais pouvoir m'épanouir. Je ne dis pas qu'en Algérie, j'aurais peut-être pas pu le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, tout m'était permis. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Il n'y avait pas de barrière pour moi. Les 2-3 premières années, je pense que ça a été très difficile pour tout le monde. Moi, j'ai commencé mon métier comme représentant avec une mobilette que j'ai achetée d'occasion. Mon père n'avait pas de voiture, ils avaient du mal à se déplacer. C'était une vie, je pense, pas facile pour mes parents. Pour moi aussi, parce que je me cherchais, je n'ai pas tout de suite trouvé ma voie. Donc, c'était pas très simple. J'ai un souvenir incroyable, c'est comme si ça s'était passé hier. On est arrivé un vendredi, dans cette maison qu'on vient de voir. Le dimanche, on voulait voir Nice. Donc dimanche après-midi, en début d'après-midi, on décide de prendre le bus pour aller vers Nice. Et ma mère est là, devant l'arrêt de bus. L'abri de bus n'existait pas, bien sûr, à l'époque. Et j'ai cette image de ma mère, avec des yeux complètement dans le vague, complètement perdue. Elle se demandait ce qu'elle faisait là. Elle venait d'arriver dans ce pays qu'elle ne connaissait pas. Et on allait dans une ville, bien sûr, qu'on allait découvrir. Et elle ne savait pas à quoi elle allait s'attendre. Et je l'ai tellement compris, j'ai tellement ressenti ce qu'elle sentait, que cette image m'est restée encore. À chaque fois que je viens ici, j'y pense. Mes parents ont continué à pratiquer leurs habitudes du dimanche. Ils se réunissaient avec toute la famille en pique-nique, ils allaient pique-niquer comme ils allaient pique-niquer à Alger, à Sidi Ferriche. Et ici, c'était Vaugrenier, donc tous les dimanches, ils allaient pique-niquer. Et nous, on avait envie de respirer et d'aller un peu ailleurs, quoi. J'ai toujours un peu joué le rôle du chef de famille, même en Algérie. Mon père était invalide de guerre, donc il fréquentait beaucoup les bureaux et les administrations pour avoir des papiers, etc. Donc c'était... Et très souvent, je l'accompagnais. La distance qu'il y avait entre celui qui était derrière le bureau et lui me paraissait incroyable. Il craignait toujours ça. Mon père avait cette crainte-là, et je n'arrivais pas à comprendre. Et je pense que j'ai grandi avec ça, et je pense que je me suis dit, ma place, elle est derrière un bureau, pas de l'autre côté. Et c'est pour ça que, peut-être inconsciemment, j'ai eu ce parcours. Et c'est ici aussi que vous avez démarré votre vie de jeune homme? Oui, ça c'est vrai. En Algérie, c'était difficile, la relation avec une femme. Il y avait encore des tabous. Alors qu'ici, quand je suis arrivé, et je dirais pratiquement le premier jour, je crois, j'ai rencontré une première... j'ai du mal à le dire, mais c'était une touriste belge qui habitait ici chez sa famille. Et c'est ma première conquête féminine que j'ai eue en France. Je suis content d'être sorti de là. Je suis content d'être sorti, mes parents aussi. C'était très modeste quand on est arrivé. C'était un style HLM. Mon père avec sa pension,
Ils ne roulaient pas sur l'or, hein, c'était compliqué pour eux. Donc c'était bien, et on n'a jamais manqué de rien. Ma mère s'est jamais plainte. Non, on a une vie formidable ensemble, avec mes parents, mon frère, ma sœur. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail au début. Alors, il faut savoir qu'à Alger, pendant les vacances scolaires, je travaillais dans une compagnie d'assurance. Je classais les dossiers, les archives, je faisais que ça. C'était un travail pas très intéressant, mais je le faisais, ça me permettait d'avoir un petit peu d'argent pour... Et quand je suis arrivé à Nice, tout naturellement, j'ai dit, puisque j'ai de l'expérience dans l'assurance, je vais essayer de trouver une place dans une compagnie d'assurance. Et là, j'envoie des CV un peu partout, mais aucune réponse en retour. Et je trouve une place chez un grossiste en confiserie, rue Trachel, Monsieur Sion, très gentil, mais très, très sévère. Et là, j'ai une place de représentant en confiserie et en produits pour les boulangers. Ça voulait dire qu'à 5 h du matin, je devais faire une première tournée chez les boulangers pour leur vendre de la farine et tout ce qui concerne la pâtisserie. Et une fois cette tournée terminée, à 8 h du matin, je refaisais la même tournée, mais chez les femmes des boulangers. Et là, je leur vendais de la confiserie, tous les bonbons qu'il y avait sur les comptoirs. Et à l'époque, mon employeur avait obtenu l'exclusivité de la distribution d'un bonbon qui existe toujours. C'était le bonbon de Mon Chéri, de Ferrero. Et donc, je vendais ça chez les boulangères. Alors, j'avais 18 ans à l'époque. Hein. Et les femmes des boulangers m'appelaient Mon Chéri. Donc, la plupart des gens m'appelaient Mon Chéri. Voilà, c'était un souvenir. Je ne suis pas resté très longtemps parce que j'étais très mal payé. Et très vite, je voulais essayer d'aller un peu plus loin dans ma vie professionnelle. À l'époque, il fallait avoir 21 ans pour avoir l'autorisation d'exercer une profession, d'avoir une société. Donc, comme je n'avais que 18 ans, j'ai demandé à mon père de m'émanciper, et donc j'ai créé ma première société. Cette société, elle a importé des paniers. À l'occasion d'un voyage en Espagne, j'ai trouvé un fabricant de paniers. Et tout naturellement, je me suis renseigné, c'était très bon marché. L'Espagne était à l'époque un pays avec une main-d'œuvre très, 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 très bon marché. Hein. Et donc, j'ai importé mes premiers paniers en osier. J'ai fait un wagon complet de paniers. Ça ne coûtait pas très cher. Hein. Et arrivé à la gare, ce wagon, je l'ai déchargé dans ma petite Dauphine. Vous pouvez imaginer le nombre de voyages que j'ai dû faire pour ramener tous ces paniers dans mon garage. Et voilà, et tous les matins, je partais avec la Dauphine chargée de paniers et j'allais vendre mes paniers aux différents magasins. Il y avait beaucoup de magasins à l'époque, de bazars, de drogueries, qui vendaient ce genre de choses, aussi bien sur Nice que dans les pays. Voilà mon premier métier de travailleur indépendant. En 1964, je fais mon service militaire. Quand je vais au service militaire, il y a des examens et donc je suis pris pour faire les EOR, élève officier de réserve. Et 6 mois plus tard, il y a un examen pour savoir si on peut être sous-officier ou pas. Et donc, il était facile de ne pas réussir à cet examen. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on n'a pas réussi à cet examen. Mais le capitaine qui était chargé de nous faire passer cet examen a très bien compris le stratège qu'on avait. Et pour ça, il nous a punis. Donc tous nos amis et moi-même, il nous a mis à des endroits un peu particuliers, la cuisine, les gardes, enfin des trucs incroyables. Et moi, j'étais fourrier. Donc fourrier, c'était de travailler déjà dans le vêtement. Et puis un jour plus tard, je ne pouvais pas supporter ça. J'étais voir un de mes amis qui était secrétaire du colonel. Et je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas une place pour moi dans ton bureau là? Et donc, effectivement, il a réussi à me trouver une place dans ce bureau. Donc, c'était formidable. Tout était bien, mais je dormais quand même à la caserne. Et j'ai fait mon service militaire à Nice. Et donc, je demande au colonel si je pouvais aller dormir à la maison parce que je passais un examen et je n'arrivais pas à travailler à la caserne. Et je lui dis que je passe une licence d'anglais. Alors, je ne sais pas pourquoi je lui dis une licence d'anglais.
C'était une grave erreur. Hein. Et un jour, j'arrive à la caserne et qu'est-ce que je vois? Un régiment d'Écossais. Je garde ma voiture et l'adjudant-chef qui était dans mon bureau me voit et me dit « Tiens, le colonel te cherche, il veut que tu lui serves d'interprète. » Et là, pour les gens qui me connaissent, ils savent très très bien que je suis nul en anglais. Et là, je suis découvert. Et je lui explique à l'adjudant-chef que je ne fais pas d'études, que je ne passe pas de licence d'anglais, c'était simplement pour pouvoir rentrer chez moi. Et là, il me comprend, il me dit alors, retourne très vite à la maison et on se débrouille. Et je suis retourné, j'ai évité une catastrophe. Et voilà. Et depuis, je ne parle toujours pas l'anglais. J'ai un ami qui est importateur de machines à laver, de cuisinières d'Italie, et me demande, c'était un jour férié, le 1er mai, il me dit, il faut absolument que tu me dépannes, je dois livrer demain des machines à mes clients, et il faut que je les prenne aujourd'hui, ce matin. Pour le dépanner, donc, je vais au dépôt de chez Pavesi, il n'y avait personne, hein, il n'y avait même pas le gardien était beaucoup plus loin. Et donc je monte au dépôt, c'était au premier étage, je prends un appareil élévateur, parce que c'était sur palette, donc je prends les 2 palettes, une sur l'autre, comme ça, en reculant, je tape un pilier qui est derrière moi, la première palette qui est au-dessus se déséquilibre, et j'ai une machine à laver qui me tombe sur la tête, et j'ai 3 vertèbres fracturées. Je suis bien sûr amené à l'hôpital, et pendant 6 mois, j'ai un plâtre de haut en bas. J'habitais donc avenue Sainte-Marguerite au 4e étage sans ascenseur. Donc tous les jours, il fallait que je descende et monte après ma rééducation. C'était une épreuve terrible. Et mes parents, très gentiment, se décident de déménager pour trouver un appartement avec ascenseur. Et c'est comme ça qu'on déménage boulevard de la Madeleine. Et j'ai pu faire ma rééducation tous les jours beaucoup plus facilement grâce à cet ascenseur. De l'âge de 17 ans, près de 10 ans. Moi, personnellement, près de 10 ans. Ah oui, c'est un bail. Mariage? Jusqu'à mon mariage. Ouais, j'ai habité chez mes parents jusqu'à mon mariage, avec quelques étapes où j'ai habité aussi Toulouse tout seul. Ouais. Voilà. Cet immeuble, il est plutôt source de bons souvenirs? Ah oui. Oui, il est source de bons souvenirs, oui, tout à fait. Oui, j'ai une enfance très, très, très heureuse. C'est là où j'ai créé ma première société. Et c'est dans un de ces garages où j'avais mon dépôt, mon stock, pour pouvoir livrer tous ces commerçants que j'avais, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de petits commerçants, et je leur vendais beaucoup de choses que j'importais d'abord d'Espagne et après d'Italie. Il faut remonter dans les années 62, 63, 64. Donc à la place de H&M, il y avait un immeuble traditionnel avec une cage d'escalier qui montait au 3 ou 4e étage. Et là, il y avait plusieurs locaux qui avaient été attribués à différents mouvements de jeunesse. Tous les mouvements de jeunesse que la communauté juive pouvait connaître, le DROR, le DEJ, les EI, l'UEJF, etc., etc. Tous ces jeunes avaient un local ici. Donc on peut imaginer que les jours de vacances, ou les Shabbats, ou les dimanches, la jeunesse se réunissait ici. Et donc c'était magnifique parce qu'on rencontrait tout le monde. Et en ce qui me concerne, si je suis rentré dans la communauté juive en arrivant de Nice, c'est grâce à un ami, à Georges Israël, qui m'a incité à venir le voir un dimanche. Et grâce à lui, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de jeunes de ma génération, et j'ai pu donc me tisser des amis sur Nice, au 15 avenue Jean Médecin. Vos principaux meilleurs amis, vous les avez rencontrés? Voilà, absolument, je les ai rencontrés ici. Alors à partir de là, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a même créé une loge nébrite jeune. On a fait beaucoup de choses. L'UEJF était très, très active à l'époque.
Et on faisait partie, bien sûr, de l'UEJF. Et voilà, c'était un lieu magique, magnifique. Je rencontre en 1969 Myriam à l'occasion d'un bal de la Viso. Et je me retrouve à une grande table et à côté de moi, il y avait Myriam. Et très naturellement, je pense qu'on a eu un coup de foudre tous les deux. Moi, je pensais avoir rencontré un petit souci parce que Myriam était ashkénaze, moi séfarade. Rentrer dans une famille ashkénaze à l'époque, c'était pas facile. Donc j'ai été reçu par son père. Il avait donc une boutique rue Paradis, à l'enseigne façonnable. Et c'était un tailleur sur mesure, hein, comme beaucoup de Polonais de l'époque. Mais lui, je pense qu'il avait un grade au-dessus, c'était un très très grand tailleur. Et donc je peux dire que j'ai été très 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 bien accueilli par eux. J'ai rencontré aucune difficulté. Alors vous épousez Myriam, mais vous devenez aussi copain avec son frère, avec Albert, c'est ça? Bien sûr, tout naturellement, son frère, bien sûr. Il a fait par amour. Le succès de Façonnable, c'est parce qu'il a rencontré ma mère et que le frère de ma mère, Albert Goldberg, mon oncle, était un designer né. Il a senti le talent d'Albert et il a dit « il va falloir que je le pousse, il va falloir que je sois là, il va falloir que je l'épaule ». Un jour, il me demande si je peux venir avec lui au salon du prêt-à-porter masculin, le SAM, à Paris. Alors c'était un week-end, je lui dis bien sûr, tout naturellement. Et donc on part en avion à Paris. Et donc je découvre un métier que je ne connais pas. Je ne sais même pas comment ça se passe. C'est la première fois que je mets les pieds dans un salon du vêtement. Et au bout de 2 jours, je fais les comptes des achats qu'il a fait pour sa boutique. Et je lui dis tout naturellement, c'est pas suffisant. Tu ne pourras pas faire une saison avec le peu de marchandises que tu as acheté. Et il me dit, mais oui, d'accord, mais rien ne me plaît. J'ai beau me forcer, mais rien ne me plaît. Alors je dis, mais pourquoi tu ne fais pas toi-même tes collections? Je sais que tu as un savoir-faire et tu peux faire des collections. Il me dit, c'est bien sûr que ce serait bien, mais je n'ai pas les quantités suffisantes pour faire une collection et personne ne les fabriquera, etc. Et je lui dis, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et je liste. Alors lui, on ne l'arrête pas, hein, et donc je liste les produits qu'il aimerait faire, avec des détails, avec des couleurs, etc. Et je lui dis, ben, le seul moyen, c'est de faire cette collection. On prend un stand la saison prochaine au même salon et on essaye de les vendre à toutes les boutiques qui voudront bien acheter. On y croit tellement qu'on y va. Et donc pendant 5-6 mois, on ne travaille que sur les collections. Et 6 mois après, on a réservé un stand, alors le plus petit des stands, parce qu'on n'avait pas les moyens. Hein. On a réservé un stand de 18 mètres carrés. Ils nous ont placé le stand proche des toilettes, hein, parce qu'on était les derniers arrivés, n'avaient pas la bonne place. C'était une collection d'été, donc une collection avec des produits bateaux, des roues de bateaux, des fanions, etc. Et ce stand, vraiment, il était remarqué. Il était remarqué parce que les autres stands, eux, se contentaient, c'était des industriels en fait, ils se contentaient de mettre leurs produits sur des stoyacs, sur des planches, sur des tables, alors que nous, on avait fait un stand avec une vraie vitrine, une vraie exposition. Et dès les premières heures, ce stand a été visité. Et je me souviens d'un client qui est arrivé, un client allemand, Selbach, qui arrive avec ses collaborateurs. Il avait plusieurs magasins en Allemagne. Et on s'assoit pour commander parce que la collection lui plaisait. Et il achète. Et je reste avec lui plus de 2 heures. Donc je peux vous dire que la commande était conséquente. Et à la fin de la commande, je lui fais signer son bon de commande. Et il me sort de sa serviette, de son cartable, des rouleaux de griffes, siglés à son nom, Selbach. Il veut me les donner, mais je dis, mais ça c'est pour les griffer. Il dit, alors, je dis, non, là c'est vraiment pas possible parce que nous ne vendons que du façonnable. On ne peut pas griffer autrement que façonnable. Et il me dit, oui d'accord, mais façonnable c'est pas connu, et moi je ne peux pas vendre quelque chose qui n'est pas connu dans ma boutique. Et je lui dis, je suis vraiment désolé. Et il s'en va, je déchire son bon de commande, j'avais passé plusieurs heures avec lui, hein, c'était une grosse commande. Et je lui déchire et je le jette dans le panier. Heureusement, j'avais un double
À l'époque, il y avait des papiers carbone, hein, vous savez. Et le lendemain matin, il revient. Et après réflexion, il décide d'acheter Griffet façonnable. Je raconte cette histoire parce que ça prouvait qu'avec Albert, on avait une politique. On n'existait pas. On n'avait aucun client, aucun chiffre d'affaires. Mais la politique de marque a, dès le départ, existé. C'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait amener cette marque où on l'a amenée. Vu le succès de cette première collection, on décide d'aller beaucoup plus loin et donc de continuer de ce qu'on a fait. Effectivement, je quitte la société pour me consacrer uniquement à Façonnable. Durant la Seconde Guerre mondiale, le tailleur polonais Jean Goldberg arrive à Nice. Blessé dans le maquis, il est hospitalisé à Pasteur. Il reste à Nice et crée en 1950 sa première boutique. 37 ans plus tard, la société réalise un chiffre d'affaires de 350 millions de francs, dont 60% à l'export. L'association d'Albert et moi a été très facile parce que lui s'occupait du style que je ne connaissais pas. Donc je n'avais pas la qualité pour faire ce qu'il faisait. Et lui n'avait pas les qualités pour faire ce que je faisais. Je m'occupais de la gestion, du commercial. Et donc lui, on avait deux rôles vraiment différents, distincts. Et l'un n'allait pas chez l'autre et l'autre, voilà. Donc on était bien positionnés dans notre boulot. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait. Donc, alors bleu plage, après tu vas rendre toute une feuille et puis on va mettre tous les tissus que l'on voit. On démarre par le bleu plage. Ouais, d'accord. Le bleu plage. D'habitude, on pense que la création, ça se fait à Paris. Or, vous créez à Nice. Est-ce que c'est facile de créer à Nice, loin de l'esprit parisien? Pour nous, c'est plus facile de créer à Nice parce qu'on s'est organisé depuis Nice et ça a toujours été comme ça. Et il n'y a aucune raison qu'un Marseillais ou un Lillois ou un gars de la Bretagne ne fasse pas quelque chose. Seulement le problème, c'est que tout est parisien, la haute couture est parisienne, la couture c'est parisien, le prêt-à-porter c'est parisien, alors en avant, les salons c'est parisien, tout est parisien. Bon, mais ça c'est pas grave. Nous, on a prouvé en habitant Nice que les Parisiens venaient à nous, qu'on allait au-devant des Parisiens. Mais enfin, disons que ça nous a posé des problèmes et ça nous en pose tous les jours. On n'avait pas les moyens de faire de la communication et on s'est dit, le meilleur moyen de se montrer, de se faire voir, c'est d'ouvrir des boutiques. Et la première boutique que nous avons ouverte avec l'enseigne Façonnable, c'était à Saint-Tropez. Alors Saint-Tropez, pourquoi? Parce que c'était une ville qui était visitée par le monde entier pendant plusieurs mois. Et c'est je pense que c'est une grande partie grâce à ça, que la marque s'est développée. Donc Saint-Tropez, après Monaco, après Cannes, Marseille, enfin toujours à côté de chez nous, parce que c'est pas facile de gérer des boutiques à distance. Donc, au fur et à mesure, on allait de plus en plus loin. Et lorsqu'on a ouvert notre première boutique à Paris, la première, c'était rue Royale. Ça a été un vrai choc pour tout le monde. C'est que là, la marque a vraiment existé. Mon père a une vision des choses, il a une capacité d'analyse, il a une capacité à prendre du recul, il a extrêmement du bon sens. Et donc, oui, il voit les choses avant tout le monde. On a toujours voulu l'amener très, très, très loin. On avait comme objectif des grandes marques qu'on citait, comme des gens comme Hermès, comme Burberry. On avait des exemples. Et on voulait toujours être ça. Donc, ce duo a fait la réussite de cette marque. En plus des 20 boutiques de diffusion implantées sur tout le territoire national, 382 points de vente distribuent la marque dans 22 pays en Europe. Et depuis 3 ans, 14 boutiques ont été ouvertes au Japon. Les États-Unis sont la prochaine étape. En 13 ans, la politique d'export, le résultat est flatteur. Il était à la tête d'une entreprise de 500 personnes, avec des responsabilités énormes. Et il a monté une vraie réussite, puisque jusqu'en 2000, où on était à la tête de Façonnable, sous la direction de mon père, ça marchait très très fort. Et c'était vraiment une très très belle affaire. Il a vraiment aidé toute une génération, au moins sur la Côte d'Azur, de gens pour qui la famille Fasso, c'est un symbole des années 80. C'est un symbole absolument incroyable de cette génération, de savoir qu'il y avait une entreprise niçoise qui a réussi à importer le sportswear pour tout un pays. Et moi, je suis très fier de ça.
Pour développer la marque Façonnable, il a bien fallu avoir des bureaux, de la place, du stockage, des ateliers. Et il fallait beaucoup de surface. Et construire, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais construire un bâtiment de 4000 m², il fallait un sacré courage. Je me rends compte aujourd'hui que j'étais un petit peu inconscient, à mon avis. Tous les clients du monde entier venaient ici. Je pense que c'est grâce à ce premier bâtiment que Façonnable a pu se développer normalement. Albert est un sportif, il a failli être un footballeur professionnel. Et donc il connaissait beaucoup de footballeurs, et ces footballeurs travaillaient chez Adidas. Donc tout naturellement, on avait fait un salon à Grenoble. On est visité par ses collaborateurs d'Adidas qui proposent de rencontrer Dassler. Dassler était le propriétaire de la société Adidas. Donc on est invité à Landersheim, à côté de Strasbourg. Et là, il nous propose une idée incroyable. Et il nous explique que le sport allait devenir un produit de mode, de sportswear, etc. Donc il avait déjà une vision de ce que c'est aujourd'hui. Mais là, il faut se rappeler qu'on est en 78, donc très très loin d'aujourd'hui. Et la vision qu'il avait était juste. Et Albert l'a prouvé parce qu'il avait cette vision. Moi, pas du tout, parce que je n'ai jamais été un grand sportif et je ne savais pas du tout, je n'avais pas mesuré l'importance de ce qu'il voyait. Et donc, Adidas, M. Dassler nous propose de créer une marque, Arena Façonnable, vendue exclusivement dans les magasins de sport, en faisant un produit sportswear qui s'adresserait à des sportifs pour après le sport. Je pense qu'on était un peu trop tôt. Et que les grands magasins, les magasins de sport n'étaient pas prêts du tout à recevoir ce produit. Donc ça avait fonctionné pour la première vente, mais le consommateur, lui, n'a pas suivi parce que ces magasins n'étaient pas prêts du tout à vendre ce produit. Donc ça a été un petit échec. Un échec qui a réussi aujourd'hui, parce que quand on voit Nike et même Adidas vendre ce genre de produit, on était un peu tôt sur le marché. C'est un échec qui vous a coûté cher. Oui, ça nous a coûté très cher, oui. Quand on rompt ce contrat, quelques mois plus tard, M. Dassler décède. Et on se retrouve avec des avocats qui ont ni père ni mère et qui nous ont assassinés. Et je peux vous dire que ça a été très, très, très compliqué parce que j'ai passé des nuits à négocier avec eux. Des nuits et des nuits et des nuits. Dans un hôtel à Paris. Et je peux vous dire qu'à la fin de ces négociations, on a craqué, on a payé, donc il a fallu payer sur plusieurs années le dédommagement. Et quand je sortais de ces négociations, quand je suis sorti de cette négociation finale, je me suis mis à pleurer tellement c'était dur pour moi. Très, 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 très compliqué. Mais on a bien fait d'arrêter, de payer, parce que très vite, c'était Tapi qui est devenu propriétaire d'Adidas. Et peut-être que ça aurait été pire après. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris ? L'expérience, ça veut dire qu'il ne fallait pas s'associer avec des gens beaucoup plus forts que soi. J'ai une première expérience aux États-Unis. Je vends chez Bloomingdale's. Donc on livre Bloomingdale's, mais malheureusement on livre quelques jours plus tard. Et les Américains sont des gens intraitables. Et la première livraison que je fais aux États-Unis est refusée par Bloomingdale's. Donc je me dis, à partir de là, je ne vends plus aux États-Unis. J'arrête. Et un jour, je reçois la visite de Nordstrom, qui veulent négocier avec nous une certaine collaboration exclusive sur le marché américain. Et étant moi très sceptique du marché américain, je dis non. Ils insistent. Je pars avec Albert à Seattle. Et ils nous baladent dans un avion privé sur tout le marché américain pour nous faire visiter leur grand magasin, l'équivalent des Galeries Lafayette, donc des grands magasins. Et effectivement, on découvre avec eux que c'est des magasins de très 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 bonne qualité, très bien tenus, et on se dit, on a notre place chez eux. Et ils sont tellement partants qu'on accepte de signer un accord avec eux. Et c'est comme ça qu'on se développe aux États-Unis grâce à eux, parce que la marque a été connue en grande partie à eux, parce qu'ils ont fait un travail formidable. On monte même des magasins en association avec eux
sur le marché américain, en démarrant par New York, Beverly Hills, Dallas, Seattle, enfin des magasins qu'on en ouvre en association avec eux, et ça marche très très fort. Ça fait quoi d'avoir un magasin façonnable sur la 5e avenue à New York? Ah, moi je pense que ça a été formidable pour nous. Vraiment, New York, c'est pour nous presque l'aboutissement, quoi. Je ne sais pas si on peut aller plus loin encore. C'est vraiment une très très belle satisfaction. Et en plus, c'est un magasin qui marche très vite, très fort. Je pense qu'il ne l'a pas fait forcément que pour lui-même. Je pense qu'il avait envie de donner un certain confort à sa famille et que le fait qu'il ait accompli ça, je l'en remercie. À partir de là, je suis appelé par des sociétés, des investisseurs, des fonds de pension, des marques, pour venir acheter cette marque. Et donc, je reçois une vingtaine de sociétés. Et donc, j'en sélectionne une société anglaise qui est d'accord d'acheter la société au prix que j'avais convenu. Et donc, bien sûr qu'avant de prendre cette décision, je vais voir Albert. Donc, Albert avait un bureau qui est juste en dessous du mien. Et je lui dis, ça y est, je pense que j'ai décidé j'ai trouvé la société qui nous convient. Voilà, donc je lui explique un peu le prix, le truc. Et il me dit, par correction, tu devrais quand même appeler Nordstrom. Parce que peut-être qu'eux seraient d'accord d'acheter. J'ai dit, tu as raison. Et donc je remonte dans mon bureau et immédiatement je les appelle. J'appelle Monsieur Nordstrom. Et je lui raconte mon histoire de bourse et de pas bourse. Et il me dit, mais bien sûr que ça m'intéresse. Et moi, je suis très embêté parce que j'ai rendez-vous. Le téléphone a lieu un vendredi. Et j'ai rendez-vous le mercredi avec la société anglaise. Et je suis très embêté parce que je ne veux pas être en porte-à-faux avec les deux. Et je lui dis, je sais, mais j'ai déjà un accord de principe avec une société. J'ai encore, bien sûr, rien signé. Et est-ce qu'il serait possible que vous veniez très rapidement avant mercredi? Il me dit, nous serons là lundi. Et donc, avec leur avion privé, lundi matin, ils arrivent à 4, avec leur directeur financier, etc. Et lundi matin, on commence à discuter de beaucoup de choses et du prix. Et là, ils se retirent plusieurs fois pour réfléchir entre eux, et ils descendent en me disant, non, le prix est trop élevé, je ne peux pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, quoi. Et donc, je les invite à dîner le soir. Je suis assis à côté de leur directeur financier. Et je dis, j'arrive pas à comprendre comment vous réagissez. Vous êtes une société cotée. Moi, je suis d'accord d'être payé en partie en actions. Si vous me payez 50% en actions, ça vous coûte rien. Donc, vous faites... Et vous me donnez 50% de cash et 50% en actions. Et bien, le lendemain matin, ils arrivent en me disant, on est d'accord en faisant ça à 50-50. Et c'est comme ça que j'ai vendu à Nordstrom. Je ne regrette pas d'avoir vendu, mais bien sûr que ça me fait mal au cœur. Stéphane, David et Ilan. Alors, ces trois, aujourd'hui, habitent dans des endroits complètement différents. Stéphane habite en Belgique. David a fait une grande partie de sa vie professionnelle à New York. Et Ilan, qui habite maintenant à Tel Aviv. Et donc, ça me permet de les voir un peu partout. Ils sont très différents, tous les trois? Alors, complètement différents. Alors, on dirait que j'ai fait 3 enfants différents, avec 3 femmes différentes, mais pourtant, c'est la même femme. Hein, c'est leur mère, la même mère. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Monsieur Stéphane Benaïm, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laurence Edinger? Oui. Alors Stéphane, c'est un garçon qui ne s'exprime pas beaucoup, qui a un cœur incroyable, un grand bosseur, grand travailleur, entrepreneur,
qui a fait des études de commerce, et donc qui est capable d'entreprendre des affaires importantes. Moi, quand j'ai démarré avec mon père, j'avais 30 ans, donc j'avais la fougue de ma jeunesse. Effectivement, on constate une très forte demande dans le sportswear élégant par une certaine catégorie d'hommes aujourd'hui qui travaillent toute la semaine et qui ne cherchent pas forcément à s'habiller en costume, chemise, cravate. Mon père a complètement initié notre reconversion et c'est effectivement son côté visionnaire qui nous a permis de nous reconvertir et d'avoir réussi une seconde fois finalement grâce à sa vision. David qui est journaliste, mais qui a été journaliste depuis très très jeune. Depuis l'âge de 10 ans, il a fait de la radio, il a fait un journal, je me souviens, pendant l'élection présidentielle de Mitterrand, il éditait un journal tous les jours qui distribuait à droite à gauche, comme ça. Donc c'est un métier qui lui tient beaucoup, qu'il a en lui. Il apprécie mon travail et il me le dit et il y a une certaine fierté. Alors c'est quelqu'un de timide, de réservé de ce point de vue-là. C'est pas la personne qui va aller dire « tu étais génial, bravo, machin, et je t'aime ». Non, ça c'est pas... Mais il a beaucoup d'appréciation, il apprécie le travail. Et ça, c'est assez génial de pouvoir voir l'amour et l'appréciation du père derrière. Et Ilan qui a fait ses études de designer d'abord à Montréal. Et il les a terminés en Israël, dans une école très réputée en Israël. Et aujourd'hui, il a une société de produits connectés. Et c'est lui qui est chargé du design de ces produits. Je pense qu'il n'a jamais voulu décourager qui que ce soit à faire quelques projets que ce soit, parce qu'il sait que justement, c'est en ayant une ouverture vers les choses un peu différentes qu'on laisse les gens s'épanouir, et je pense qu'il en a conscience. Stéphane et David ne m'ont pas vu beaucoup, parce qu'on voyageait énormément. Quand on crée une société comme ça, comme Façonnable, on est obligé de se déplacer partout. Et donc ça demande beaucoup de temps et malheureusement, on ne se voyait pas beaucoup. Je suis né en même temps qu'il a démarré. Donc j'ai toujours vécu soit en intraveineuse, soit dans le biberon, soit... ça fait vraiment partie de ma vie. Donc moi, je n'en ai pas souffert, mais par contre, certainement, ça a joué sur mon caractère et que je suis très pudique, introverti ou une certaine forme de timidité. Par contre, je pense que mon frère, lui, en a souffert. J'en ai énormément souffert pour plein de raisons. D'abord parce que je suis l'enfant du milieu et que l'enfant du milieu se sent toujours un petit peu moins aimé ou moins désiré, on va dire, que d'autres. Je pense qu'il y a eu une acceptation de sa part un peu tardive sur le fait que mon homosexualité... forcément, c'est le mot que j'arrive pas à dire, que mon homosexualité était pas quelque chose de choisi, mais j'ai choisi de la vivre, tout simplement, très jeune. Mais il a toujours eu beaucoup d'amour. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Donc c'était ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Mon cher fils, maintenant que tu es marié et que Dany fait partie de la famille, je peux dire mes enfants. On est chez nous parce que les enfants ont gardé un souvenir exceptionnel de cette maison. C'est une très très belle maison. Je pense qu'il avait peut-être pas conscience quand il a acheté cette maison qu'il allait s'en servir un peu comme un centre communautaire. Mais moi, mon souvenir, c'est que justement, ça a servi à plein de moments communautaires et très, très joyeux. J'ai déménagé là-bas, j'avais 3 ans et demi, c'était exceptionnel. J'avais ma propre chambre, j'avais plus besoin de la partager avec Stéphane, ça c'était bien aussi. Ça n'empêchait pas les bagarres et c'était génial de pouvoir grandir dans cette maison. Au fur et à mesure de son succès, la maison a évolué et on a rajouté une chambre d'amis, un salon en bas, une piscine quand on avait plus de 15-20 ans. Enfin, donc c'était génial de voir cette maison évoluer avec le succès de la famille. Et puis ça représente forcément maman, c'était l'endroit où on a grandi, on s'est aimé, on a fait... Ma bar mitzvah, c'était là-bas, donc c'était exceptionnel, ça rappelle des souvenirs exceptionnels de mes grands-parents. Bon, c'est la maison d'enfance. On voyageait énormément
Donc on avait beaucoup de mal à vivre avec nos enfants, surtout avec les deux. Et Myriam a décidé un jour, comme on n'était pratiquement jamais sur Nice, d'être présent tous les vendredis. Donc on s'arrangeait, quel que soit le programme qu'on avait, pour rentrer à la maison le vendredi et faire Shabbat avec les enfants. Et grâce à ça, on a pu recréer et retrouver une petite ambiance familiale dans cette maison. C'était une maison où on était nombreux tout le temps et c'était comme une grande colonie de vacances permanente en fait. Il y avait tout le temps de l'action. Il y a un nom, je crois que c'est le Temple des Amoureux. Voilà. Et David m'a demandé de le filmer. Il a gardé un bon souvenir de ça. Alors nous, on ne l'a jamais appelé comme ça, on l'appelle la Porte de Nice. C'est un jardin magnifique avec une porte magnifique, des colonnes romaines. C'était un bassin qui était des fois vide, des fois à moitié rempli. Il y avait des têtards, des crapauds, on les entendait des fois l'hiver ou l'été. C'est une maison qu'on a habitée de 1978 à 1998, donc c'est une vingtaine d'années. Et moi, j'ai quitté la maison en 1995, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Avec mon père et ma mère, on est tous nés au mois d'août. On est 3 lions, donc c'est toujours été très intense. Mon père a un jour de décalage avec moi, il est né le 23 août, moi le 22 août. Ma mère, 12 ou 13 août, on n'est pas sûr parce qu'elle a été déclarée un jour plus tard. Mais il y avait un côté, ça rugissait de tous les côtés, mais l'amour était vraiment absolument incroyable. Et puis on avait cette passion pour les EI, pour les mouvements de jeunesse, pour les chants en hébreu. On avait cette passion pour Israël, on avait passion pour la communauté. Moi, j'ai eu 18 ans de bonheur à partager avec ma mère. Et j'ai toujours eu cette volonté de porter sa joie de vivre, de porter son sourire, de porter cette qualité de communication qu'elle avait et qu'elle m'a transmis. Et oui, je me sens vraiment l'héritier de maman, ça c'est vrai. Quand j'étais avec elle, j'étais collé à ses jupons, comme on dit, et vraiment, enfin, dans le sens vrai. C'est-à-dire que je me souviens d'être accroché à ses cuisses tout le temps. Et j'étais trop jeune pour avoir une complicité de conversation, mais je pense qu'on avait une complicité de regard et d'émotions, de sentiments qui étaient forts. Beaucoup d'amour. Bon, ça va, hein? Au revoir, hein, monsieur. À tout à l'heure. Eh ben, maman, c'est l'heure. Tu vas rentrer à votre place? Ah, j'attends avec toi? Oui, c'était une très belle vie, oui. Grâce à Myriam, pendant les fêtes, on réunissait tout le monde. La maison était suffisamment grande pour réunir une trentaine de personnes autour d'une table. Et Myriam adorait ça, adorait faire ce genre de choses, oui. Oui, c'était important, oui. C'est forcément beaucoup d'émotions parce que c'était la maison de ma mère et elle est décédée en 92. Voilà, donc c'est... Sie macht durch sie's die ganze Welt. Aidische Mame, oi weh wie bitte, wenn sie fällt. Ça c'est... Oui, ça c'est le drame de ma vie, quoi. Tu peux le raconter? Oui. Elle vient me voir dans mon bureau. Elle avait un problème de poids, et elle voulait donc se faire opérer pour diminuer un peu son poids. Et donc, je lui donne mon accord parce que je pensais que c'était une opération bénigne. Et là, donc, elle rentre à l'hôpital pour le faire. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le matin, elle ne s'est pas réveillée parce qu'elle a une embolie pulmonaire. Et donc, voilà, donc j'étais avec Ilan pour aller la voir le matin. Et elle n'était plus. Elle était dans un autre hôpital, en urgence. Ils ont essayé de tout faire. Donc, du matin
Je crois que c'était depuis 8 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi. Ils ont essayé de la sauver, mais n'ont jamais pu. Voilà. Il a beaucoup anticipé et appréhendé le fait de m'annoncer lui en personne cette nouvelle. Il a consulté ses amis, des médecins, pour être sûr qu'un enfant de 7 ans pouvait entendre ce genre de nouvelles. Malheureusement, j'avais perdu aussi mon grand-père Charlie l'année d'avant, donc j'étais assez conscient de ce que pouvait représenter la perte d'un proche. Et je l'ai pris avec beaucoup de sérénité. J'ai beaucoup pleuré, ça c'est sûr, mais le fait que ce soit mon père qui me l'a annoncé, qu'il ait attendu quelques heures pour le faire, je pense que c'était... Je m'en souviens et je respecte beaucoup la manière dont il l'a fait. Oui. Du jour au lendemain, votre vie bascule. Ouais. Où trouvez-vous la force de continuer à vivre Ça a été très très compliqué parce que je me souviens quand j'arrivais au bureau, je n'avais pas le temps d'arriver, que je ne pouvais pas monter dans mon bureau, je repartais. Et j'allais voir très souvent Jean-Marc, à qui je me confiais très souvent. Elle est quand même décédée très très jeune, dont un enfant qui avait moins de 10 ans. Et donc c'est pas facile. C'est pas facile d'assumer ça. Et c'est un défi que la vie vous fait. Et il faut réussir ce défi. Il a choisi d'être du côté de la vie. Absolument, il a choisi la vie. Ouais. Non, ça a été très dur, très 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 dur. Il a fallu plusieurs mois, plusieurs années pour à ce jour. Je suis toujours pas. Et mes enfants, c'est pareil. Il y avait tellement de tristesse et de peine de ce choc-là que c'était le silence qui disait tout ce que l'on pensait. Moi, ça me rendait fou parce que je disais mais il faut absolument sortir les photos, regarder les vidéos, racontez-moi des anecdotes, faites vivre cette maman qui est plus là, et j'avais personne en face. C'est une disparition qui a transformé le cours de votre vie à tous? Ben oui. Elle comptait tellement pour nous, c'était une femme incroyable, exceptionnelle. Elle était très active chez Façonnable. Elle travaillait, c'est elle qui était chargée des collections de chemises, de la maille, de l'enfant, de beaucoup de produits. Elle était très très active. Elle était très complémentaire à Albert. Elle s'occupait de sa famille, elle s'occupait de la communauté. Elle était très très active, très très active. À son enterrement, c'était des milliers de personnes qui étaient là. C'était fou. Stéphane rentrait des États-Unis, il est rentré. Il faisait ses études aux États-Unis, il est rentré, il a intégré Façonnable. Le fait effectivement d'intégrer l'affaire familiale, c'était de perpétuer la mémoire de ma mère, et on a continué à faire les fêtes dans la maison, et voilà, la cohésion familiale est restée entière. On a tous été là pour lui, et lui a été là pour nous, attention, hein, il était là pour nous, c'était notre sécurité. Il a toujours été notre pierre, notre roc. Mon père, c'est notre roc. Il y a pas un moment dans notre vie, même les pires moments de notre vie, où ça n'a pas été l'endroit de sécurité dans lequel on pouvait vraiment se réfugier. Même s'il n'y a pas les mots pour le dire, la présence est toujours là. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute, ça a été et c'est toujours la pierre de ma vie. J'ai dormi dans sa chambre au moins pendant 1 an à partir de cette date-là. Et on a passé beaucoup plus de temps l'un avec l'autre. Il était beaucoup plus disponible finalement. Il prenait moins d'engagement. Il travaillait beaucoup, mais en tout cas, il était très disponible. Et donc, oui, il a remplacé ma mère pendant cette année et demie qui a suivi. Il a vraiment joué un rôle de père-mère proche. Toujours pas forcément dans la discussion, mais chez nous, beaucoup de choses se passaient par le regard. Donc, j'ai pas de manque. J'ai un traumatisme, mais j'ai pas de manque. Ilan a été élevé en grande partie par ma mère qui était là. Ma mère est venue à la maison et c'est elle qui est restée très très longtemps avec lui. Vous avez tenté de refaire votre vie après? Oui, j'ai tenté, j'ai essayé de refaire ma vie.
Je suis resté très longtemps avec ma seconde épouse. Mais bon, ça n'a pas marché plus que ça. Mais oui, j'ai tenté de refaire ma vie, oui. Mais la femme de votre vie, ça reste Myriam? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est évident. Je suis un vrai juif. Hein. Non, je suis très attaché à la religion, sans être religieux. Mais je sais que j'appartiens à un peuple, et ce peuple, pour moi, c'est primordial, quoi. C'est mon identité, quoi. Il est très curieux par rapport à ça. On a beaucoup d'échanges avec les textes, et on arrive à discuter beaucoup de ça, de religion, enfin de Torah, de textes, de sources. Oui, c'est assez présent entre nous deux, entre guillemets. La communauté a pour moi été très très importante, et ça continue à l'être, puisque je m'en occupe. Je m'en occupe aussi bien un peu en Israël et ici en France, oui. Son engagement dans la communauté, je pense que c'est ce qui nous a le plus transmis avec maman. C'est quelque chose d'extrêmement fort en nous, en moi en tout cas. C'est une flamme qui n'a jamais cessé de vibrer. Je n'étais pas encore marié quand j'ai été en Israël avec Myriam. Et à l'époque, je filmais. La plupart des gens qui revenaient d'Israël revenaient avec une idée incroyable d'Israël. C'était le plus beau pays du monde pour eux. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je vois des photos, je vois des films, je vois comment c'est. Et je me dis, c'est pas le plus beau pays. Et je vais filmer, je vais y aller, et je vais essayer de filmer tout ce qui est pas beau. Et c'est vrai que pendant mes 3 premiers jours, j'ai filmé tout ce qu'il y avait de plus horrible en Israël. Et vous le savez qu'il y a des quartiers, encore aujourd'hui, pas très reluisants. Donc, je m'amusais à filmer ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure de mon voyage, je ne sais par quel miracle, je n'ai vu que des belles choses. Et je me suis mis à filmer que ce que je trouvais très, très, très beau. Et j'ai même fait un film de propagande, tellement il était incroyable, ce film. Et donc, j'ai donné raison. Tous les gens qui revenaient d'Israël, je leur ai donné raison. C'est un pays qui m'a beaucoup attiré, qui m'émeut encore aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de voyages après. Hein. J'ai continuellement beaucoup voyagé. J'ai beaucoup amené des non-juifs dans ce pays, qui ont toujours apprécié ce pays, sans vouloir leur montrer tout ce qui était bien. Hein. Mais très naturellement, ils se sentent intéressés par ce pays. Et oui, je suis attaché par ce pays, oui, c'est vrai. Vous avez l'esprit sioniste? Oui. Ben oui. Oui, je suis sioniste. Oui, c'est vrai. C'est un vrai sioniste, ça c'est sûr. Il n'a jamais renoncé à son rêve en fait, de nous voir ici ou d'être en partie ici. Je suis prêt à partager ce pays avec les autres. On le voit d'ailleurs, il y a 20-25% de musulmans ou d'arabes qui habitent dans ce pays, et ça se passe relativement bien avec eux. Ils habitent dans le même pays, ils ont les mêmes droits, avec les mêmes devoirs bien sûr, mais et ça se passe relativement bien. Donc je pense que faire un État de la Palestine, ça ne me gêne pas du tout. Moi j'ai un souci en Israël, c'est que je ne parle pas l'hébreu. Ça peut être un handicap pour moi. Si jamais il avait la prétention de vouloir vraiment apprendre, je pense qu'en quelques mois, il pourrait maîtriser en tout cas une conversation, ça c'est sûr. Et c'est pas une peine perdue. Donc je suis obligé de fréquenter que des Français pour pouvoir communiquer. Alors il se trouve que j'ai une bande d'amis incroyable de Français. Et on se voit 3 fois par semaine. C'est un moment de détente formidable. On est le 15 août. Dans la cuisine de Monsieur Benaïm, accompagné de Monsieur Bedoc, et nous sommes là pour faire des pains bagnas. Parce que c'est quand même une tradition. C'est une tradition dans la maison de faire des pains bagnas au mois d'août, où la plupart de nos amis, de notre famille... On est en ami depuis 1975. Voilà. On est boire au pinceau parce que c'est ce qui est le plus dur. Voilà, on imbibe l'ami. Ensuite, je joue au golf. Donc, je vais 3 fois par semaine aussi à Césarée jouer au golf avec des amis français, très souvent. Je vois mes enfants, je circule autour du pays. Non, je n'ai pas une seconde à moi là-bas.
C'est incroyable, mais je sors beaucoup. Le soir, il y a Tel Aviv, c'est une ville qui bouge beaucoup, donc on est tenté de sortir. Non, c'est une ville qui me convient parfaitement. Pour moi, vraiment, c'est avant tout un artiste. C'est l'incarnation de cette fameuse chanson, le blues du businessman, j'aurais voulu être un artiste, sauf que j'ai vraiment le sentiment qu'il a réussi à le devenir. C'est pour moi un vrai miracle, parce que c'était vraiment pas gagné d'avance, et il est devenu l'artiste qu'il aurait toujours dû être. Mai 68, donc toute la France est arrêtée, hein. On ne travaille plus. Et c'est pour moi l'occasion de rencontrer des amis. Et on ne savait pas trop quoi faire, on s'ennuyait, hein, on n'avait pas trop d'activité. Et un de mes amis décide de monter une pièce de théâtre. Je reste persuadé que mon père est avant tout un acteur. Je pense qu'il a joué la comédie toute sa vie et qu'il a joué à l'homme d'affaires. Il a excellé, mais quand je vois la facilité avec laquelle, après avoir vendu, il a quitté le monde des affaires, ça me laisse penser, croire que c'est pas le sens des affaires qui est le caractère principal de mon père, c'est son sens de la comédie. Moi, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, et on décide de jouer La Leçon de Ionesco. On a tourné cette pièce un peu partout dans les villages autour de Nice, et c'est comme ça que je me suis accroché au théâtre, et depuis, je n'ai jamais arrêté de faire du théâtre. Malgré mon travail, malgré mes obligations, on a toujours eu une troupe avec mes amis de Nice, où on a fait des spectacles, des théâtres, du théâtre. On n'a jamais arrêté. Depuis que j'ai vendu ma société, je me suis mis à faire du théâtre un peu plus sérieusement. Et donc, on a même fait le Festival d'Avignon avec une pièce de théâtre qui s'appelle Le Retour, d'André Djaoui et de Jean-Claude Grimbert. Et voilà, donc, et on continue. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites l'acteur? Pourquoi ça vous plaît? Je peux vous dire qu'avant de rentrer sur scène, j'ai un peu peur et je me dis qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas ce qui me plaît, je ne sais pas, mais j'aime bien le théâtre, hein, j'aime bien peut-être, je ne sais pas, c'est compliqué à dire, hein. C'est une performance qui me convient. Je sais pas, j'adore ça, Vous restez, mais où vous restez? Bah ici, avec vous, avec Sarah, tous les trois. Non, attendez. Ce type va me rendre fou, là. Non. Mais à vie, nous serons très heureux. Sarah nous aime et nous l'aimons. Où est le problème? Jacob, je vous rappelle que je sais me battre. Ouais, enfin, l'expérience de tout à l'heure n'était pas très concluante. Ah, moi, je ne trouve pas qu'il est bon acteur, je trouve qu'il est excellent. Et je pense que le fait de remplir des salles, ça trompe personne. La première fois, on peut venir le voir parce que c'est Jean-Pierre Benaïm, mais je pense que le public, je pense que c'est un métier qui ne trompe personne. Et si on n'est pas bon, les gens ne reviennent pas. Je pense qu'il aurait pu faire une vraie carrière d'acteur professionnel. Le fait qu'il n'ait pas fait ça comme une carrière professionnelle, je pense que c'était peut-être un regret pour lui, mais finalement, le fait qu'il pendant ces 20 dernières années, il a su un peu rattraper son retard et s'épanouir dedans. Vous l'êtes? Pardon? Bah, juif, vous l'êtes. C'est sur Internet. Bah oui, absolument, oui. Je me suis dit, comme ça, entre voisins, vous pourriez peut-être me mettre au pain. Vous avez dit? Dis quoi? Bah, à propos des juifs et du pognon. Vous aimez le pognon? Moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Baptisé? Oh oui, bien baptisé. Oui. Vous avez fait votre communion? Oh, bah bien sûr que j'ai fait ma communion. Eh ben moi aussi. Comme mon frère David, j'ai aussi, entre guillemets, produit une de ses pièces en Israël. Donc, j'ai à la fois l'appréhension quand il monte sur scène, qu'un fils peut avoir pour son père, une espèce d'émotion un peu de gêne ou on tremble. Le trac, oui, j'ai le trac quand il monte sur scène, ça c'est sûr. Vous avez failli faire du cinéma, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai participé à un casting dans La Vérité si je mens, numéro 3, je crois, hein, c'est 3. Après quelques essais, etc., j'ai été pris. Et malheureusement, j'étais obligé, au dernier moment, enfin quelques semaines avant le tournage, de dénoncer mon accord parce que j'étais en train de vendre Façonnable. Et je savais que pendant cette période de tournage,
Je n'aurais pas pu faire face avec les négociations que je devais avoir avec Nordstrom. Et donc j'ai raté ce tournage. Et c'est Enrico Macias à ma place qui a joué. Est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez faire du cinéma? Oui, sincèrement, oui. Oui. J'ai essayé de tourner en Israël, dans un rôle, un deuxième rôle. Mais malheureusement, le film n'est jamais sorti, parce que je pense que par manque de moyens, il n'est jamais sorti. J'ai fait une publicité en Israël qui a marché 2 saisons. Je peux vous dire que j'ai été reconnu dans la rue avec cette publicité. Hein. C'est incroyable. Ça fait quoi d'être reconnu dans la rue quand on n'a pas l'habitude? Alors j'avais du mal à leur répondre parce qu'ils parlent en hébreu, mais oui, ça fait toujours plaisir. Il aime beaucoup être populaire, il aime être apprécié, il aime être reconnu, ça c'est sûr, bien sûr. Mais c'est pas moi aussi. Est-ce que la vie d'artiste, c'est très différent de la vie de chef d'entreprise? Ah oui, complètement. Complètement. Oui, c'est complètement différent. On n'a pas les mêmes responsabilités, même si c'est un challenge qu'on fait, parce qu'il y a un problème de... Il faut assurer, quoi. Pendant 1h30, il faut être sur scène. Surtout que les pièces de théâtre qu'on joue, où on est 2 ou 3 hein, seulement. Donc c'est intense. Il y a la mémoire, il ne faut pas se louper. Savoir qu'il a une mémoire catastrophique. Et c'est absolument génial de voir quelqu'un qui se challenge autant alors qu'il a une mémoire terrible. Et il arrive à retenir un texte très long, très dur, et à le jouer, à l'incarner. Et donc oui, je trouve que c'est un excellent acteur. J'adore l'art, hein, je me suis toujours intéressé à l'art. Et donc il a fallu... Donc je voulais m'exprimer, donc j'ai essayé de faire des sculptures. Et j'ai eu la chance d'être exposé dans la meilleure galerie de Nice, qui est la galerie Ferrero, qui représentait l'école de Nice. Donc j'ai fait cette exposition chez eux, qui a eu un très très bon impact, très bon retour. Et j'ai continué. Alors malheureusement, cette galerie a fermé pour des raisons économiques. Mais voilà, donc je continue, j'essaie de continuer d'en faire. Ça m'intéresse. C'est une expression qui m'intéresse. Je fais des sculptures assez grandes. Celle que vous voyez là, elle est petite, mais j'ai fait la même de plusieurs mètres de haut, de 4 mètres de haut. Hein. Donc je suis obligé de travailler avec des gens avec qui je collabore pour faire ça. Je fais beaucoup de métal, beaucoup de soudure, donc je ne peux pas le faire seul. C'est des sculptures monumentales, donc elles sont forcément faites avec des collaborateurs. J'ai 7 petits-enfants. 7 petits-enfants, j'espère que j'en aurai d'autres encore. Là. Mais mes enfants sont encore jeunes pour en faire. Hein. Surtout Ilan, j'espère. Voilà, donc j'ai 7 petits-enfants. Et ouais, j'aime beaucoup les petits-enfants, oui, c'est vrai. Ouais, on a un rapport avec eux particulier, quoi. Le fait d'entendre papy de leur bouche, ça m'émeut. Ouais, c'est formidable. Mes enfants qui ont eu la chance de partager beaucoup de moments avec lui sont très très proches et ils sont très à l'aise, même si c'est pas un personnage facile, plutôt froid. Avec mes enfants, il n'a pas réussi à créer cette distance. Ils ont complètement décrypté le personnage. Alors la plus grande, Louise, qui est étudiante en Espagne, aujourd'hui elle fait dentaire, elle a 21 ans. Ensuite, il y a Élie, qui a 18 ans, Lila Rose, qui a 15 ans, et le petit Léo, qui a 7 ans. Et du côté Ilan, il y a Rivka, qui a 8 ans, Elisha, qui a 6 ans, et la petite Poua, qui a 3 ans. Il est surpris, je pense, de l'amour que les petits-enfants puissent lui apporter. En fait, il est toujours émerveillé. Alors, c'est pas un papy gâteau, mais il joue le jeu. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils
ils se laissent emporter par le côté mignon en fait des enfants quand ils sont petits. Je leur raconte des petites histoires, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, j'essaie de leur dire. Et je pense que ce document va être important pour eux. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Voilà, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Ouais, c'est ce que j'ai conservé pour être encore très très proche d'eux. Je suis très fier de ça. Très content que vous soyez tous ici, et la famille, et nos amis, etc. Donc vraiment, merci beaucoup, et j'espère qu'on se reverra encore une fois dans des moments aussi heureux que ça. Merci. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les autres disent de vous? Il est bien. Il est bien, ce garçon. Ouais. Ouais, je pense que ce serait pas mal, déjà. Jean-Marc, votre cousin, m'a dit quelque chose à votre sujet. Comme il a une forte notoriété, il a tendance à faire peur. Voilà, parce qu'il a eu des responsabilités importantes. Et donc, on va dire quelqu'un de juste, hein, très important. Parce qu'on peut être sévère et injuste, mais quelqu'un de juste et sérieux, on va dire. Solide, sérieux. Est-ce que sérieux veut dire sévère? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que je peux être sévère parce que je ne comprends pas la bêtise. Je n'accepte pas ça. J'accepte pas la bêtise, j'accepte pas la méchanceté, l'erreur. Je suis un peu dur à ce niveau-là, c'est vrai. Un peu moins aujourd'hui, hein, je passe plus ça. Mais sévère, oui, des fois ça peut m'arriver d'avoir une réaction ou une critique envers quelqu'un qui n'a pas fait ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Ouais, peut-être. Ouais. Mon père a vraiment changé. Après 50 ans, c'était quelqu'un d'extrêmement dur et sévère qui est devenu quelqu'un de... Je pense qu'il a toujours été très drôle. Je pense qu'avec ses amis, il était toujours très drôle. Mais avec sa famille, il s'est détendu. J'arrive à un âge où je suis obligé de tenir compte de mon âge. Donc je ne peux pas aller très loin dans mes rêves que j'ai. Hein. C'est d'être le plus longtemps possible en bonne santé, c'est sûr. Mais j'ai moins de projets qu'avant. J'ai beaucoup moins de projets qu'avant, c'est vrai. Parce que j'arrive à un âge où je n'ai pas le droit, où il ne faut pas rêver non plus, quoi. Ça va. On est là. Je pense que la santé, aujourd'hui, c'est le plus important pour moi. Si vous ne saviez pas quel âge vous avez, quel âge vous auriez? Ah, bien sûr, si je devais choisir aujourd'hui, ouais, j'aurais 40 ans. Ouais. Ouais, pour recommencer, pour continuer quelque chose. Oui, sûrement, oui. Mais bon, ça, il ne faut pas rêver, quoi. Est-ce qu'il y a un rêve d'enfance que vous n'avez pas réalisé? Oui. C'est pas un rêve d'enfance, mais c'est un problème que j'ai eu depuis mon enfance, c'est d'apprendre l'anglais. J'ai eu un blocage d'anglais. Alors, je pense que j'étais au lycée, en 6e, et j'avais un prof d'anglais qui s'appelait Dreyfus. Et il ne pouvait pas me voir. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vraiment, ma tête ne lui convenait pas. Et ça a été un vrai souci pour moi. Je ne sais pas si c'est à cause de lui, parce que je suis tellement nul en anglais, mais ça a été un vrai problème. Est-ce que mon père arriverait un jour à parler une langue étrangère? C'est une question absolument impossible à répondre, parce que la seule réponse possible, c'est non. Mon père, c'est Jean-Pierre Bacry dans Le goût des autres. Si vous lui trouvez
une prof d'hébreu ou une prof d'anglais dont il peut tomber amoureux, peut-être qu'il va apprendre l'anglais. Mais sinon, c'est absolument impossible. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui au petit Jean-Pierre qui habitait à Alger, à Bab el-Oued? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, c'est pas mal ce que tu as fait. Parti de là-bas, d'Alger, je pense que j'ai eu un parcours que beaucoup de gens auraient aimé avoir. J'ai fait une famille magnifique, donc j'ai réussi une grande partie de ma vie, je crois. Je crois que je suis très très heureux de ce que j'ai fait. Je ne l'aurais jamais espéré, ça. Donc je suis très très content d'être là. C'est un modèle, c'est un caractère, dans la mesure où c'est une personne très droite, qui a une parole, qui respecte et qui fait tout ce qu'il dit. Donc c'est son caractère, sa loyauté, son honnêteté qui m'inspire. Finalement, ce qu'on dit sur lui, son sérieux, toutes ces qualités qui font de lui un homme bon, un homme bien, un exemple. Oui, je pense que c'est ça. C'est un héros parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien et qui est arrivé vraiment à un succès exceptionnel. C'est un héros parce qu'il a su porter sa famille après un deuil tragique, si jeune. Et aujourd'hui, c'est un héros pour ses petits-enfants et toujours pour nous. Donc oui, c'est absolument mon perso-héros. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Mon honnêteté, l'amitié sincère que j'ai avec eux, voilà, c'est le plus important, je crois. Si c'était à refaire? Je referais. Ouais. Presque tout pareil, oui, presque. Alors, certainement des choses à rectifier, c'est sûr. Mais oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Pourquoi vous avez accepté de raconter votre histoire aujourd'hui? Je pense que c'est pas mal. Je pense que l'idée est intéressante pour surtout mes petits-enfants. Je pense qu'ils vont s'amuser à m'entendre. Et déjà, ça, c'est pas mal. Et peut-être leurs enfants. J'ai pas connu mes grands-pères. J'aurais bien aimé de savoir ce qui s'est passé chez eux. Donc voilà, donc je laisse un petit passage de ma vie, c'est pas mal.